Bonjour à tous et bienvenue à ce deuxième baromètre de l'immobilier logistique qui nous est présenté chaque trimestre par nos amis d'Arthur Lloyd Logistique. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Didier Terrier, donc, qui est le directeur général d'Arthur Lloyd Logistique. Bonjour Didier. Philippe. Bonjour Didier. Et Louis-Marie Masfaillon, donc, qui est le chargé d'études de ce même cabinet Arthur Lloyd Logistique. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, un baromètre, finalement, Didier, c'est un instrument qui permet de mesurer le beau temps ou le mauvais temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'état du climat dans le domaine de l'immobilier logistique ? Alors, le climat, par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, il reste plus que supportable. Hein, contrairement à d'autres actifs de l'immobilier d'entreprise qui, eux, sont complètement pénalisés et touchés par cette crise sanitaire. Nous, grâce à la bonne tenue de l'activité supply chain, on a effectivement un marché qui a fait un résultat très acceptable et correct. Alors, et en ce début d'année, on est sur la même tendance. Hein. Alors après, il y a effectivement des nuages qui peuvent arriver, puisque on sait très bien que la conjoncture économique fait qu'il y a des activités qui vont souffrir, d'autres qui sont en train de naître et de se développer. Quelles sont celles qui vont influencer sur notre marché ? On commence à en deviner une partie, mais pas toutes. Et puis, quels seront les gros orages qu'on va avoir d'ici la fin de l'année ? Enfin voilà, mais franchement, on peut être que satisfait de ce qui se passe sur ce marché. Alors pour commencer, on va peut-être faire un petit point macroéconomique pour justement comprendre comment l'immobilier logistique se situe dans ce climat économique global. Louis-Marie ? Oui, pour reprendre votre formule, on est quand même sur un climat qui est assez incertain, puisque les évolutions économiques dépendent aujourd'hui des évolutions politiques qui dépendent des évolutions sanitaires. Donc on pourrait avoir une situation qui se débloquerait en milieu d'année de par la généralisation de la vaccination en France. Mais en attendant, on a choisi de regarder quelques indicateurs macroéconomiques. Donc certains sont encourageants, à l'instar de l'évolution du produit intérieur brut en France, puisqu'on a eu quand même un choc d'envergure historique l'année dernière, forcément, avec la crise sanitaire qu'on a vécue. Et on aurait un léger rattrapage cette année de 5,5% en moyenne selon la Banque de France, selon ses dernières estimations. On a d'autres indicateurs qui sont stables, à savoir la consommation des ménages. On voit bien sur le graphique d'en bas à gauche les deux chocs qui ont été vécus l'année dernière avec les deux confinements qu'on a eus. Et en même temps, un rattrapage de la consommation qui reste stable entre janvier et février de cette année. Et du côté de l'emploi, on a des indicateurs qui sont en trompe-l'œil, puisqu'on a un taux de chômage qui a mécaniquement baissé en fin d'année dernière, comme expliqué par l'INSEE, par le fait que durant le deuxième confinement, on a un certain nombre de gens qui ont tout simplement cessé de chercher un emploi, donc qui n'ont pas été pris en compte dans cette comptabilisation, mais on devrait avoir une progression de ce taux de chômage au premier trimestre de cette année, qui pourrait atteindre 8,5%. Alors, dans ce contexte économique incertain, comment se comporte l'immobilier logistique en ce premier trimestre de l'année 2021 ? Le marché de l'immobilier logistique se porte assez bien, ainsi que l'a dit Didier, puisqu'on a eu un rattrapage de la demande placée par rapport à l'année dernière. La demande placée atteint 644 000 m² placés au premier trimestre, soit une progression ce qui est quand même une bonne année. Enfin, je veux dire, en période normale, ça se situe quand même à un niveau tout à fait acceptable, comme le rappelait Didier. Oui, tout à fait. Au niveau de la moyenne décennale, en fait. Donc ensuite, c'est un résultat qui reste un peu à nuancer, parce qu'on a quand même eu une très bonne deuxième partie de décennie en termes de prise de surface. Et cette progression de la demande placée par rapport à 2020, elle est aussi à nuancer du fait que le premier trimestre de l'année dernière avait été quand même assez mauvais, pénalisé par la crise sanitaire et le début du confinement. Donc on reste quand même sur un bon niveau par rapport à la moyenne décennale, mais à nuancer. Et on sait déjà que le deuxième trimestre sera assez soutenu, puisqu'il y a pas mal de transactions qui doivent être finalisées, notamment dans le Nord, dans les Hauts-de-France, et puis dans d'autres secteurs, et qui devraient au moins nous amener à ce chiffre de 660 000. Donc voilà, pour l'instant, on est sur une demande placée qui est plus qu'honorable en termes de volume par rapport au contexte. On croise les doigts.
si on regarde un peu de plus près, l'évolution de la demande placée par grands secteurs géographiques, alors tous les grands secteurs que nous avons identifiés sont orientés à la hausse, avec 3 dynamiques différentes quand même, puisque on a des régions lyonnaises ou marseillaises où la demande placée reste assez poussive, mais comme il ne s'était rien passé, ou presque, en début d'année dernière, on a une progression de manière assez artificielle. On a d'autres secteurs, tels les secteurs franciliens ou les Hauts-de-France, où la demande placée est plus nourrie, mais qui reste dans la ligne de la moyenne décennale, de ce qu'on a déjà pu voir. Et on a des pôles secondaires, qui ne sont pas ces pôles majeurs de la dorsale, qui pour le coup, la demande placée est très nourrie, en fait, puisqu'on est sur leur deuxième meilleure performance depuis 2011. Donc ça nous dit quand même quelque chose. Et si on regarde sur la page qui suit la répartition des parts de marché de ces différents secteurs en termes de demande placée, donc ce qu'on voit, on a une tendance qui dure, c'est quand même la prédominance des pôles majeurs de la dorsale en termes de concentration de la demande placée. On voit notamment que l'Île-de-France, à elle toute seule, concentre plus de demandes placées que les autres grands secteurs de la dorsale réunie, bien sûr. Classique, oui. Oui, bien sûr. Et on a des parts de marché des secteurs secondaires qui sont en retrait, quand même si on a une activité très nourrie. Et ces secteurs, ils ont été notamment portés par la région orléanaise, dans laquelle on a enregistré 4 transactions. Oui, un commentaire, Didier, peut-être, non ? Oui, non, mais on est quand même sur une tendance je veux dire, l'Île-de-France étant le pôle majeur, la dorsale et le marché secondaire, enfin, on reste quand même sur des chiffres qu'on peut comparer depuis 10 ans, qui évoluent effectivement un peu à la hausse, à la baisse, mais la tendance, elle reste la même. Alors justement, quels sont les principaux preneurs? Plutôt les industriels, les prestataires logistiques, les distributeurs? Alors plutôt les prestataires logistiques, parce que si on regarde cette page, le graphique de gauche, qui est l'évolution de la demande placée des grandes typologies d'utilisateurs de 2011 jusqu'à 2020, on voit cette montée en flèche de la demande placée des prestataires logistiques, qui montre que l'externalisation est quelque chose qui fonctionne dans le champ de l'immobilier logistique, et on est sur des niveaux jamais atteints depuis 10 ans aujourd'hui. Et en même temps, on a une baisse un peu en trompe-l'œil aussi de la demande placée des autres catégories d'utilisateurs, donc les chargeurs. On pense notamment à la grande distribution. La grande distribution qui avait effectué de nombreuses transactions XXL en 2016 et en 2017. La refonte de leur schéma logistique, on peut penser notamment au programme Caravelle. Et en même temps, aujourd'hui, si cette demande placée diminue, c'est aussi que ces différents utilisateurs externalisent leur immobilier, leur gestion logistique auprès de prestataires. Oui, puis le développement du e-commerce, que ça soit chez les enseignes classiques du retailer comme chez les pure players, fait qu'aujourd'hui il y a une forte demande de besoins de surface et quand ça va très vite comme ça, on a tendance à plutôt confier et l'immobilier et la prestation à un prestataire, un 3PL, plutôt que... puis on a aussi la problématique pour certains pure players d'arriver encore à développer des immeubles sur le territoire français, puisque... La réglementation fait que l'ambiance... Donc voilà, donc ça énormément boosté le business des prestataires. C'est ce e-commerce, ce développement du e-commerce, ils sont en plein dedans aujourd'hui. Oui, toujours. Alors, s'il fallait faire une photographie de l'offre placée, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Alors, si on regarde un peu plus spécifiquement la répartition de l'offre disponible sous 6 mois, en France, on a fait 2 graphiques dans les pôles majeurs de la dorsale à gauche et à l'extérieur de ces derniers à droite. On voit sur le graphique de gauche que l'Île-de-France reste prédominante, bien sûr, en termes de concentration du stock, principalement dans le nord et dans le sud. On a un stock qui, pareillement, reste très élevé dans la région lilloise, un niveau de 630 000 m². Et on a un stock qui progresse légèrement dans les pôles lyonnais et marseillais, mais qui reste assez faible. Et si on regarde la répartition du stock dans les pôles externes à ces secteurs majeurs de la dorsale, on voit que l'offre elle est principalement concentrée dans le secteur orléanais. Secteur orléanais, bien sûr, qui reste moteur en termes de demande placée également. Et dans ce secteur orléanais, on a également des lancements en blanc. Et si on regarde le blanc de manière plus générale, on a 655 000 m² disponibles sous 6 mois en France aujourd'hui. En blanc Oui, en blanc, oui, tout à fait. Et c'est un... Mais en même temps, on a c'est une preuve de confiance quand même pour le secteur, quoi. Je vais nuancer un petit peu tout ça. Avant, le blanc, c'était pertinent quand on était sur un territoire où il n'y avait pas d'offre. Et là, faire du blanc, ça paraissait tellement simple. Aujourd'hui, on fait du blanc parce qu'effectivement, il y a un manque d'offres. Mais aussi, on a des investisseurs qui ont des fonds énormes.
et pas forcément beaucoup d'actifs à acheter. Donc, en achetant du blanc, on va acheter ça un petit peu moins cher. Donc, c'est du spéculatif. On fait des paris sur le fait qu'une fois qu'il est loué, on va le revendre encore moins cher. Parce qu'aujourd'hui, on a des taux de capitalisation qui sont en dessous de 4%. Donc, là, il y a toute une financiarisation du blanc qui favorise aussi cette démarche. Pas de produits à vendre parce que ceux qui en sont propriétaires aujourd'hui, s'ils les vendent, ils savent pas bien ce qu'ils vont aller racheter sur le marché. Donc, voilà. Mais le blanc oui, effectivement, le blanc reste actif. Et beaucoup de nouveaux entrants sur ce marché, ils veulent faire du blanc. Merci pour cette présentation, Louis-Marie. Bon, globalement, Didier, on peut dire que c'est donc un bon début d'année. Oui, c'est un bon début d'année, que ce soit côté utilisateur comme sur le marché de l'investissement, même si les chiffres sont moins élevés. Ça reste un bon début d'année, il y a de très bonnes perspectives. Avec néanmoins toujours ce problème du foncier. Alors, est-ce qu'il y a des tendances de fond, comme par exemple, on en a beaucoup parlé et on continue d'en parler, des reprises de friches industrielles? Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un mouvement qui se poursuit actuellement? Alors c'est un mouvement qui doit se poursuivre, Oui. Puisqu'aujourd'hui, quand on parle de friches industrielles, on parle souvent de sites qui peuvent être situés parfois à proximité des centres urbains, donc ça peut avoir une connotation reconversion logistique urbaine. Après, il y a effectivement la contrainte, c'est des contraintes physiques et financières, puisqu'il ne faut pas croire, mais c'est pas simple à redévelopper une friche industrielle sur le volet financier et également sur le volet physique, puisque je rappelle, la réglementation fait qu'on a des contraintes fortes de construction, donc on les retrouve. Maintenant, l'avantage, c'est que voilà, on est sur des sites urbanisés sur lesquels des permis ont été obtenus, et donc par rapport à un développement d'une opération sur un terrain agricole où là on part dans un monde qu'on maîtrise de moins en moins, là on est sur du concret. Mais voilà, l'inconvénient, c'est qu'on n'y fera pas, ou on aura du mal à trouver des friches qui vont nous permettre de faire des immeubles de très grande taille, puisque pour développer un immeuble de grande taille qu'on va faire. Oui, justement, j'allais vous poser la question. On en parle beaucoup, mais on n'en voit pas beaucoup. 100 000 mètres carrés, il vous faut 25 hectares de friches industrielles. Bon, je pense qu'en France, les friches de 25 hectares, soit elles sont dans le Cantal, enfin, j'exagère, mais elles ne sont pas forcément au bon endroit. Mais voilà, il y a... Et puis, j'ai envie de dire, on a l'impression que les élus sont favorables à ce principe des friches industrielles qu'on redéveloppe, sur lequel on peut faire un produit différent, des entrepôts peut-être à étage qu'on fera peut-être pas sur d'autres secteurs. Donc ça a du sens. Pourquoi ces entrepôts à étage? On en parle beaucoup, mais on n'en voit pas finalement énormément. Oui, pour l'instant, on n'en voit pas énormément. Alors après, l'entrepôt à étage, il faut vraiment dissocier l'activité du haut et l'activité du bas, parce que je pense que s'il y a interaction entre les deux, enfin, si c'est le même utilisateur qui est sur les deux, ça me paraît compliqué. D'ailleurs, bon, pas rentrer dans le détail, mais je crois qu'on a un site qui se situe à Paris, sur lequel j'ai l'impression que c'est assez compliqué, puisque les prestataires passent, sortent, reviennent, enfin voilà. Donc on voit bien que les entrepôts étages, sur des grandes surfaces mono-utilisateurs, ça doit être assez complexe. Après, pour des bâtiments en proche périphérie, puisque ça a du sens, sur des tailles des surfaces plus petites, multilocataires, moi je pense qu'effectivement, c'est l'entrée dans les villes, elle doit se faire dans ces hôtels logistiques, qui seraient des petits entrepôts à étage, avant de distribuer en mode doux les centres urbains. Alors ça m'en vient à vous poser une question. Là, vous avez une actualité forte en ce moment, puisque vous avez créé tout récemment une division dédiée à la logistique urbaine. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire pourquoi vous avez créé cette division et qu'est-ce que sera précisément son rôle? Il fallait le faire. Depuis le temps qu'on parle de logistique urbaine dans l'immobilier logistique. Et donc oui, on a bien compris que c'est un marché qui se développait, qui évoluait très vite, et qui évoluait beaucoup plus vite que les opérateurs immobiliers, le conçoivent, puisqu'on a des utilisateurs de tout type qui ont des besoins complètement différents, des échéances totalement différentes, avec des modèles économiques complètement différents. Donc c'est un monde un peu... Donc voilà, on s'est dit il faut qu'on rentre sur ce marché parce qu'il faut qu'on soit capable d'apporter, je dirais, tout le volet immobilier, toute la chaîne immobilière à nos clients. Donc on a
On a décidé ça en début d'année. On a un garçon qui s'appelle Eric Schiller, donc qui va développer ce département. Hein. On lui a donné un budget parce qu'on sait qu'effectivement pendant 2-3 ans, c'est plus de l'investissement que des facturations de missions ou d'honoraires. Lui, il vient du monde du digital, il vient du monde de la start-up, donc il va bien dans le modèle qu'on a envie de développer, puisque on a pris cette logistique urbaine par un angle qui est celui plutôt de comprendre les utilisateurs et d'essayer de voir avec eux quelles sont leurs priorités. Et puis on sait qu'on a 4-5 opérateurs immobiliers qui sont très en avance aussi sur ce marché et sur qui on peut s'appuyer. Voilà, ça démarre, mais ça me paraissait impératif. Donc le but, trouver des solutions adaptées donc à de la logistique de proximité, voilà, du dernier kilomètre. Voilà, après, y compris pour des petites entreprises, des commerçants. Totalement. Enfin, aujourd'hui, on est sur des sujets on parle de 100 ou 200 mètres carrés. Enfin, on est presque dans le monde du retail. Après, on a aussi, chez Arthur Lloyd, on a la chance d'avoir un réseau important, hein, puisqu'on a je crois qu'on a 73 ou 74 agences. Donc on a effectivement ce maillage qui peut nous permettre aussi, alors là plutôt à des transporteurs qui font de l'express, hein, mais qu'on appelle aussi logistique urbaine, de pouvoir leur apporter des solutions dans plusieurs villes, ou pour les drives que sont en train de mettre en place aussi certains grands distributeurs. Donc voilà, il y a le côté logistique urbaine très intramuros, hein, qui pour nous est un vrai laboratoire. Et puis il y a la logistique urbaine un peu plus classique et un peu mieux identifiée que celle de ceux qui livrent du colis du dernier kilomètre. Voilà. Où là on a effectivement notre maillage, notre réseau pour répondre à la demande de ses clients. Très bien, écoutez, merci messieurs pour cette présentation. On se retrouve dans 3 mois. Bien sûr. Et bien avec plaisir. Ok, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir. Bientôt.